ODH TV. Alors je suis avec Gérard Deforge, donc ufologue. Bonjour Gérard. Bonjour Gilles. Alors merci de me recevoir chez toi, donc à Marseille. Ah oui, maintenant, c'est vraiment chez moi, enfin, jusqu'à ma disparition, c'est fini, je ne bougerai plus. Alors je vais te poser une question que je pose à tous les ufologues. Quand as-tu commencé à t'intéresser à l'ufologie? Et pourquoi? Ce dont je me souviens, c'est que, d'abord, c'est assez curieux parce que mes parents ne s'intéressaient absolument pas à tout ça. Mon père, qui était poète, écrivain, instituteur, était complètement déconnecté de ce genre de réalité. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Je n'avais même pas le droit de regarder des bandes dessinées parce que c'était quelque chose de dégradant pour lui. C'était un intello pur sucre. C'était un poète de l'école qui était proche de l'école dite de Rochefort. Et j'ai écrit à sa mémoire, on a écrit pas mal de choses avec mes deux sœurs là-dessus. En fait, à l'âge de 14 ans, alors que j'étais avec des copains, des copines, un peu comme le chante-montant à bicyclette, c'était un peu le genre, on était sur un plateau herbeux et j'ai vu comme une escadrille de lumière en plein jour, très brillante, qui longeait l'horizon. J'en ai alerté mes copains qui ont vu la chose comme moi, et puis ça a disparu. Mais ça m'a interloqué, ça m'a interrogé. Je ne sais pas, il y a eu un concours de circonstances. Il faut dire que moi je suis né en 40, j'ai 77 ans, et nous avons habité Génicourt, qui est tout près de l'aérodrome de Pontoise, qui est rattaché maintenant, et depuis longtemps, je pense, à l'aéroport de Paris. Mais il avait une activité importante à cette époque-là, puisque à la sortie de la guerre, les premiers avions en réaction des Gloster Météor anglais en ont fait leur base. Et j'ai toujours été fasciné par la présence de ces avions si près. Et puis il y avait aussi à Génicourt, il y avait énormément de combats aériens dans la région. Donc je regardais ça, je voyais les fusées, j'ai écrit un texte là-dessus, les fusées éclairantes et tout. J'étais tout jeune, j'avais 4 ans, 3 ans, 4 ans, mais je m'en souviens bien. Ça m'a frappé. Et alors, j'ai toujours admiré les nuages. Quand mes copains jouaient à des jeux comme ci et comme ça, moi je m'étendais dans l'herbe et je regardais les nuages. Et plus tard, je fais un saut quantique. Quand je suis rentré à l'école normale d'instituteurs de Versailles, on m'appelait déjà Spoutnik. Alors, je ne sais pas si tu vois. Déjà, donc, que j'avais un regard très intériorisé et je réfléchissais beaucoup à des choses, je dirais, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la matière purement scolaire, ce qui m'a posé au début pas mal de problèmes, parce que je m'interrogeais sur le fond des choses. Parce que quand on me parlait d'électricité, pendant que le professeur faisait un cours sur l'électricité, moi je réfléchissais à qu'est-ce que c'est à quoi ça ressemble un électron. Tu vois, j'essayais de me représenter la matière dans ses plus petites parties. Mais pendant que je pensais à ça, je laissais échapper certaines données des cours. Donc j'ai quand même eu les diplômes nécessaires, mais ça ne m'a pas facilité les choses, cette façon de m'interroger sur l'essence de la matière. Qu'est-ce que c'est la matière? D'où ça vient? Et je pense que si je l'écris quelque part, les 5 premières années de ma vie, mes parents étaient extrêmement menacés.
Et en plus, nous avons vécu, d'un côté du couloir, il y avait notre appartement, et c'était une mairie dans un village, mairie-école, et de l'autre côté, il y avait la mairie. Et dans la mairie, mon père qui avait pensé échapper à Argenteuil sur dénonciation à un massacre, dont je ne serai pas là, on s'est retrouvé avec la commandanture qui se trouvait occupant la mairie. Et donc, mes parents, ayant peur que de dire des choses devant moi qui auraient pu être répétées en croisant dans le couloir à un gradé qui m'aurait gentiment posé telle ou telle question, moi j'aurais répondu à 4 ans, 3 ans, 4 ans, j'aurais répondu quelque chose qu'il fallait pas. Donc les 5 premières années de mon existence, j'ai vécu parmi des parents silencieux. Quand tu vois l'importance aujourd'hui qu'on accorde aux 5 premières années de l'existence d'un enfant, d'un bébé, toutes ces sollicitations, c'est très bien d'ailleurs parce que il s'ouvre de partout. Moi, j'étais fermé de partout. Et donc, je pense que ça a été un handicap pour mes études. Et avec les questions que je me posais et les goûts que j'avais, puisque j'ai construit après une lunette astronomique, je pense que j'aurais... En mathématiques, si j'avais pu faire des études importantes, j'aurais fait autre chose que... J'aurais pu être un chercheur, je pense. Mais bon, je suis pas mécontent de ce à quoi je suis arrivé parce que j'ai eu chaud. Parce qu'il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont morflé. Ouais. Donc voilà, c'est le début. Et puis, il se trouve que quand j'étais plus âgé, j'ai dû voir un ou deux phénomènes comme ça, puis j'en ai parlé autour de moi. Et je ne sais pas pourquoi, les gens m'ont dit « Ah ben moi aussi, ça a commencé comme ça ». Et quand on commence à me raconter, quand on a commencé à me raconter que la personne avait vu telle ou telle chose, j'ai toujours voulu en savoir plus. Alors comme j'ai la chance quand même, ça tient de mon père probablement, et de ma mère qui était aussi une très bonne, disons, qui écrivait facilement. J'ai une très grande facilité pour l'écriture. Et d'ailleurs, actuellement, j'ai de la chance dans ma vie, mais c'est pas possible. Je m'intéresse à des choses et il me tombe dessus des événements, des circonstances qui sont en plein dans le centre de mes intérêts. Par exemple, je suis très ami avec Christelle Seval, l'éditeur des éditions Atlante. Hein. Et un jour, il m'a demandé de le dépanner, parce qu'il connaît mon amour de la langue française, de l'orthographe, etc. Je suis très exigeant là-dessus. De le dépanner pour la correction d'un livre sur le Busségy. Hein. J'en suis au livre 4 actuellement. Et alors, ce que je lis est complètement en phase avec, disons, des convictions, mais tu ne peux pas t'imaginer, parce que au début, j'avais une vue traditionnaliste sur les ovnis. C'était des engins qui venaient d'ailleurs, point final. Or, il y a ça, mais il y a une autre composante, et cette autre composante, elle a été suscitée, et elle a été générée par le fait que j'ai lu, comme toute personne qui s'intéresse à cela, pas mal de livres sur la chose, mais je me suis aperçu que beaucoup de livres étaient des compilations de cas déjà répertoriés, et ça faisait le beurre des éditeurs et des écrivains, bon, enfin, pourquoi pas. Mais moi, ça ne m'a pas du tout intéressé. Bon, j'ai une bonne retraite et tout, j'ai pas besoin de ça. Par contre, je suis avide de me rendre compte par moi-même de certaines choses. Et après, de les confronter à ce que j'ai pu lire, par exemple, dans les rapports américains,
de ce qu'a écrit Marie-Thérèse de Brosse, les travaux de John Mack, des gens comme ça. Ça m'a passionné, mais il se trouve que les circonstances, alors est-ce le hasard? J'ai écrit quelque chose concernant le hasard. Je ne pense pas, je pense qu'on est plus ou moins déterminé, mais ça c'est autre chose. J'ai rencontré des gens qui ont vécu des expériences d'abductés. Et justement, actuellement sur la liste de discussion, on est en plein dans une réflexion concernant cette problématique, qui est liée, à mon avis, à l'utilisation, à l'essai de compréhension qu'on a concernant les quantas. Parce que la théorie des quantas, bien que je ne sois pas scientifique, j'ai quand même quelques notions, montre que la réalité que l'on connaît à l'échelon des plus petites parties de la matière, il existe d'autres lois. Et jusqu'à maintenant, on a fait fi des ondes. Alors, il y a des expériences intéressantes qui ont été tentées, à savoir que, effectivement, je pense à ce physicien américain, Michio Kaku, qui a expliqué que on est comme branché sur un poste de radio, sur des ondes, sur une fréquence précise. Mais il faudrait qu'on trouve le moyen de tourner le bouton pour connaître d'autres fréquences et donc d'autres réalités. Et c'est exactement ce qui se passe pour les abductés. Les abductés vivent alors ça c'est une question que j'ai creusée, à partir de mes observations, de mes expériences, de ce que j'ai vraiment recueilli comme témoignage. Ça correspond tout à fait aux observations américaines, on est en plein dedans. Donc on appelle ça maintenant le phénomène dose. Oui, il est si cher à Ménard. Ouais, et ça c'est bien vu. La personne qui est, disons, sujette à... qui est dans un tel phénomène, elle est ailleurs. Elle perd complètement la notion de l'espace, du temps. Tous ces repères temporels comme spatiaux disparaissent. Et moi j'ai plusieurs témoignages intéressants là-dessus. Et le monde extérieur, enfin, là où elle se trouvait, elle ne reconnaît rien. Alors ça dure ce que ça dure, parce que ça aussi c'est un point d'interrogation. Puis à un moment donné, elle sort de cette bulle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, elle est rentrée dans un autre champ de fréquence. Il y a eu intersection entre un champ de fréquence et il y a des lieux qui sont... Tout le monde peut vivre ce genre de situation, mais il semble qu'il y ait des lieux particulièrement sensibles, des portes, en quelque sorte. Et dans l'expérience de ce fameux ranch de l'Utah, il y a des phénomènes de ce genre. Par exemple, et moi j'ai un exemple dans mes propres enquêtes, de personnes qui voient une déchirure dans le ciel où il y a autre chose que ce qu'il y a autour de cette déchirure. Alors ça, pour moi, et puis alors il y a tous les phénomènes anormaux, curieux, bizarres qu'on ne sait pas expliquer, qui appartiennent à mon avis à même certains individus qui sont capables de faire la télékinésie, des choses comme ça. Je pense que tout ça c'est relié. Il y a des gens qui ont accès d'une manière à minima ou à maxima à des champs de fréquences qui sont différents de ce que nous côtoyons dans notre quotidien. Et à mon avis, c'est dans ce genre de recherche que nous trouverons,
que nous pourrons mieux comprendre ce que sont les ovnis. Tant qu'on n'analysera pas la dimension psychique du phénomène dans sa globalité et dans toutes ses, je dirais dans toute sa réalité, je ne pense pas qu'on avancera dans la connaissance. Ouais, c'est un peu comme on est en plein dans le vallétiste, ouais. C'est-à-dire les théories de vallée, le petit peuple, ouais. Etc. C'est un peu comme les... Bon, après je reviens sur des questions. Justement, il se trouve que moi, on m'a pris un petit peu à partie, mais pas que moi, parce qu'il y a un bouquin qui est apparu pour lequel j'ai fait beaucoup de propagande. Ça s'appelle OVNI et conscience, de Philippe, avec comme clé de voûte le scripteur qui a lancé ça, qui s'appelle Philippe Solal. Philippe Guillemant aussi. Alors, ce qui est déjà formidable, à mon avis, c'est que des universitaires français se sont intéressés publiquement à la chose, et des gens qui ne sont pas à la retraite, parce qu'un type comme Philippe Guillemant, qui est quand même maître de recherche au CNRS, et qui a signé des articles, pas piquer des vers sur la question, dans ce bouquin, c'est pas rien. On leur a donné des garanties sur le fait que ce qu'ils écriraient n'aurait pas d'impact sur leur carrière, parce qu'ils se sont renseignés avant. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est fantastique. Alors, je suis rentré... Alors, c'est là que le hasard encore intervient. J'ai rencontré un cas qui m'a posé problème, et je l'ai soumis à Philippe Solal. Philippe Solal a été enthousiasmé. À partir de là, on est resté très en contact. Et on a essayé d'élaborer, on a échangé des tonnes de mails, on a essayé d'élaborer une association, loi 1901. Alors comme moi je suis un peu un spécialiste des statuts, j'ai rédigé les statuts, il me donnait des responsabilités là-dedans, et puis c'était une association à double niveau. D'une part, il y avait une partie administrative pour trouver de l'argent pour le groupe de recherche qui était inclus dans l'association et qui, lui, devait être fermé. Un peu comme ce que Jacques Vallée avait fait avec le Collège Invisible. C'était pas le LAM, laboratoire Aimé Michel. Voilà. Donc j'étais à fond là-dedans. Et puis en fait, Philippe a été assez imprudent, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés là-dedans, qui avaient des grandes langues, et qui, encore un problème d'ego, qui est hélas largement partagé par beaucoup de gens, non seulement dans cette activité, mais dans bien d'autres activités et professions. Et moi j'ai défendu Philippe Solal à fond, parce que j'ai dit, voilà, des gens, moi je suis pas d'accord avec ce que dit, parce que Philippe Solal a commencé par dire les ovnis ça n'existe pas. C'est une affaire purement mentale. Alors évidemment, comme c'est un docteur dans l'histoire des sciences et un philosophe de premier plan, il a utilisé un langage qui n'est pas le langage de tout le monde, même pas le mien. Mais j'ai dit à qui voulait l'entendre, voilà, ça c'est une direction. Un chercheur, il faut le laisser chercher. Et là, il est en train d'ouvrir une porte que personne en France n'a encore ouverte. Ils sont en train d'ouvrir des portes. Alors, on ne sait pas où ça va mener, puisqu'ils veulent créer un laboratoire de recherche. Ils ne peuvent pas avoir les réponses avant de créer le laboratoire. Donc, mais l'idée est d'aller plus loin que ce qui nous fait tourner en rond depuis des dizaines d'années maintenant. Et ça, c'est fantastique. Alors, il a été fusillé littéralement, et maintenant, il ne veut plus s'occuper... Enfin, peut-être qu'il s'en occupe avec son groupe de recherche fantôme. Bon, et puis, en même temps, donc, se trouve l'affaire du BUCJ. Alors, l'affaire du BUCJ, ça me comble.
parce que, et là j'ai défendu les publications de Christelle, parce qu'on est en plein, là encore, dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons, avec ce que nous savons. J'étais en train d'écrire cette contribution sur ces sujets-là, et à propos du BUCJ, justement. Et puis, il y avait une émission de télévision qui présentait, alors ça c'était formidable, c'est un bouquin qui vient de sortir, écrit par un type qui s'appelle Jean-Claude Carrière, puis il y a 2 associés, c'est un bouquin écrit à 3 mains aussi, alors que OVNI et Conscience avait été écrit à 5 mains. Et il y avait un bandeau, j'ai pris en photo le bandeau de la télévision. L'espace est peuplé de cerveaux invisibles. J'ai trouvé ça. Et son titre, son bouquin traite justement de tout ce que nous appelons le vide, en fait, est peuplé au niveau ondes, fréquences, etc. Et dans ce domaine-là, il y a aussi les entités, etc. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Oui, donc ce bouquin qui vient de paraître est tout à fait dans la tonalité, à mon avis, des réflexions, je n'ose pas parler de recherche, mais des réflexions actuelles sur le fait qu'on ne peut plus aujourd'hui réduire le phénomène OVNI à de simples apparitions matérielles. Il y a autre chose. Et ça, c'est une idée qui est simple, mais qui remet tout en question, parce que ça exige de la part de la science de nouvelles directions de recherche qui ne sont pas encore exploitées. Et c'est bien, et moi je trouve que c'est formidable que des... Alors je crois qu'aux États-Unis, ce type de recherche est assez avancé dans certaines universités. J'espère, parce qu'on n'en a pas d'écho actuellement, qu'en France, ce qui a commencé avec ce bouquin formidable, OVNI et Conscience, j'espère que c'est le début de quelque chose dont je ne verrai pas la fin, mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'avancer. Hein, le tout, c'est d'avancer. Et je ne peux plus concevoir que... Alors, moi, on était pour emménager, là, on est pour emménager. J'avais plein de bouquins sur les témoignages d'OVNI et tout. J'ai donné des collections au Sceau. Il y avait aussi des amis qui avaient eu des soucis avec des catastrophes naturelles. J'ai donné toute une collection de LDLM que j'avais. Parce que maintenant, ce qui m'intéresse, alors d'abord, je garde des bouquins qui m'ont été dédicacés, quand même. Mais ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a devant. Ce sont toutes les nouvelles recherches, les nouveaux témoignages qui incluent cette dimension psy. Parce que, en dehors de cette voie-là, il n'y a aucun espoir de progrès, pour moi. Mais celui qui a un peu développé l'aspect psy, c'est Pierre Verroudy. Oui. Avec le livre C'est OVNI qui annonce le surhomme. Oui, mais alors c'est ça, il y a un certain nombre d'ouvrages, c'est vrai, qui mettent en exergue ce genre de recherche, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il commence à y avoir une prise en charge par des gens de premier plan, et il faut que ce soit évidemment dans un cadre organisé. Et alors justement, ce qui se produit au niveau du BUCJ, moi ce que je suis... alors ça donne j'ai une passion, parce que je vois la totalité des bouquins, puisque je fais je suis l'ultime correcteur, il y en a eu d'autres avant moi, mais là j'ai renvoyé une quarantaine de pages que j'ai corrigées du livre 4 et chapitre 2. Et ce qui plaît beaucoup à notre amie Christelle, parce que c'est vrai que je suis exigeant, et
Pour l'instant, encore là-dedans, ça fonctionne pas trop mal. Et ce que je découvre, alors, ce sont des découvertes sur plusieurs plans. D'abord, le livre 1 nous donne des précisions sur des choses dont pas mal de gens subodorent l'existence, et moi j'ai d'autres documents que j'ai envoyés à certaines personnes ayant lu le premier livre, parce que sinon ils ne peuvent pas comprendre, sur l'organisation de la planète, sur l'organisation politique de la planète. Qui dirige quoi? Et là, grâce à ce qui est écrit dans le premier livre, des révélations qui sont faites, non pas de manière gratuite. La personne qui fait certaines révélations le fait par intérêt, bien sûr, pour des raisons qui sont bien identifiables dans le bouquin. Il y a une grande cohérence dans tout ça. Et puis, ça se passe en Roumanie, dans les années... au début des années 80, jusque dans les années 90, après la chute de Ceausescu. Et là, on découvre un univers qui est toujours présent. Et ce à quoi, et là on le confirme dans ce livre 4, ce qu'on découvre, c'est une technologie américaine qui nous passe complètement au-dessus du nez, au-dessus de notre compréhension. Il y a des aspects de la technologie américaine qui nous échappent complètement. Alors, d'où ça vient? Pourquoi c'est comme ça? J'en sais rien. Est-ce que ça date de 1947? Est-ce qu'ils ont réussi à capter un certain nombre de choses que les autres n'ont pas? Mais ce livre 4 nous confirme qu'on a affaire à des choses tout à fait étonnantes, et il y a des, comment dirais-je, les gouvernants de beaucoup de nations sont au courant, mais n'ont pas accès à ces secrets, pour l'instant, mais ils sont au courant qu'il se passe des choses. Et là, on a affaire à des réalités, alors, ça va choquer du monde, hein, ça va choquer... Par contre, l'actualité nous sert des choses sur un plateau en ce moment. Parce qu'il y a un des tunnels au Bucégy qui est censé conduire jusqu'à la pyramide de Khéops. Alors c'est décrit, on n'y croit pas, on dit c'est une plaisanterie, etc. Or, j'avais entendu dire qu'il y avait un souterrain qui avait été découvert au niveau de la pyramide de Khéops, qui n'avait pas été complètement prospecté. On ne savait pas trop où il menait, mais enfin, il y a quelque chose. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? On découvre qu'il y a une chambre que personne n'avait identifiée jusqu'à maintenant au sein de la pyramide de Khéops. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans et où ça mène? Je veux dire, il se passe plein de choses intéressantes. Il y a ça, et bientôt il y aura autre chose. Il y aura l'histoire, et ça c'est aussi énorme, des pyramides de Bosnie. Hein? Parce qu'il y aurait une pyramide qui serait bien aussi grande que celle de Khéops en Bosnie. Et là, il y a encore du taf pour les chercheurs et pour les égyptologues patentés, parce que ça va foutre en l'air leur maison. Et ça, c'est... Ils vont s'arc-bouter sur ce qu'ils ont, sur leurs connaissances. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les pyramides sont bien antérieures aux Égyptiens. Ils les ont améliorées, ils les ont utilisées, certes, mais elles étaient construites avant. Et d'ailleurs, il y a des preuves, et il y a un livre américain que j'ai qui explique comment, sur le Sphinx, il y a des traces évidentes de dégoulis d'eau, etc., qui ne peuvent remonter qu'au déluge. Là, ça fait déjà 12 000 ans. Hein. Alors, on va découvrir d'autres choses. Alors, est-ce que ça sera dévoilé vite fait ou pas? Je pense pas, vite fait, non. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. Et moi,
je trouve que ça avance dans la bonne direction, ça me plaît bien, parce que tout ça, ça s'emboîte. C'est comme un puzzle, ça s'emboîte bien. Donc en ce moment, il y a le BUCJ, il y a donc il y a ce bouquin, il y a les relations avec Philippe Solal, donc qui sont un peu distendues actuellement parce que il en a reçu tellement sur la tête que pour l'instant il s'est mis en sommeil, du moins officiellement. J'espère que quand même, parce que je pense qu'on a commencé à réfléchir comme il l'a fait, comme ils l'ont fait sur ce problème, on ne peut pas abandonner comme ça, c'est pas possible, c'est impossible. Donc il y a certainement des recherches en cours. Et puis, il y a mes enquêtes où il est parfaitement démontré qu'effectivement, des gens se trouvent dans des situations qui n'ont rien à voir avec de simples malaises. Non, ils sont mis dans une situation qui va complètement changer leur univers mental, qui va même provoquer parfois un abandon de leur métier et se diriger vers autre chose. Alors s'ils sont croyants au départ, après ça bouleverse tout. Hein. Soit ils sont divorcés, soit ils ont été élevés par des grands-parents, les enfants. Enfin, ils n'ont pas vécu dans des familles lambda, normales. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez un pourcentage important d'abductés. Comme si le phénomène s'était dit, on peut y aller, on ne sera pas gêné par les principes, les habitudes éducatives qu'on va insuffler à cet enfant, on va s'occuper de cet individu-là. C'est une hypothèse que je fais, hein, mais dans les cas d'abduction que j'ai investigués, dans tous les cas, on a affaire à des gens qui ont eu une enfance bizarre, pour telle ou telle raison. Et alors, c'est assez curieux aussi, je suis en relation donc avec une personne qui m'a confié son témoignage alors qu'on était à une conférence à Paris et on m'a signalé que cette personne racontait qu'elle avait vu des choses bizarres, etc. Alors elle, c'est différent. Elle travaille dans le domaine de la beauté, elle est elle-même d'ailleurs, c'était une ancienne trapéziste, malgré qu'elle a pas loin de 60 ans, c'est encore une femme superbe physiquement et tout, on voit qu'elle a fait très sportive. Et elle est rayonnante. Et alors, elle aime que le beau, je veux dire, et ce qu'elle a vu, ça l'a enchantée. Je vais rapporter tout ça. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais dis donc, tu as vu de très très belles choses, mais tu t'intéresses à la beauté sous toutes ses formes parce que tu vends des produits de beauté. Donc il y a un rapport entre ce que tu as vu et puis ton métier, ton activité et ton rayonnement propre. J'en tire pas de conclusion, je remarque. Elle dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors justement, Philippe Solal m'a dit que son groupe de recherche était particulièrement intéressé par le cas d'Aravilliers. Tu m'étonnes. Parce que c'est énorme. Alors c'est vrai que on a été interrogé et certaines personnes que j'ai investiguées, je les ai fait participer. Il y a eu des émissions sur W9, sur la 6, sur Planète Plus. Bon. Et au début, j'étais extrêmement réticent. Sur la 6, ça a commencé. Parce que je me souviens des sorties sur TF1 de l'autre clown, là, ce journaliste,
Tu vois le nom, j'ai trou de mémoire de temps en temps. De Chavannes. Chavannes, de Chavannes. Alors, j'avais peur de ça. Et puis, quand j'ai vu cette émission sur la 6 qui rendait compte de témoignages que j'avais livrés, j'ai dit non, c'est honnête, c'est bien. Donc après, j'étais beaucoup plus détendu. Et c'est vrai que ce qu'ils ont passé sur les différentes chaînes c'était propre. C'était incomplet et tout, mais enfin, c'était quand même sérieux. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu un progrès. Mais ce progrès, il est parvenu, à mon avis, dans n'importe quelle circonstance. Et là-dessus, il faut rendre grâce à quelqu'un de formidable, c'est Stéphane Alix. Parce que Stéphane Alix, qui était un grand reporter, pendant 14 ans, reporter de guerre en Afghanistan, c'est pas un petit garçon, hein, c'est pas un garnement. Et il lui est arrivé à lui des choses très étranges, qui ont fait qu'il a dit il faut que j'investigue là-dedans. Et alors là, il a eu une idée géniale. Il a dû comprendre qu'en France, tout ce qui était européen, c'était de la merde. Par contre, tout ce qui est américain, c'est magnifique. Donc il est allé aux États-Unis. Et là, il a un fonds de financement qui s'appelle Bonne Pioche, qui a financé son film. Il a pu voir John Mack, il a pu voir Claude Hopkins, des gens comme ça. Et je me souviendrai toujours parce que il a fait un film sur tous ces grands contactés qui étaient pris au sérieux par des gens que tout le monde prend au sérieux. Et il y a quelques années, ça fait longtemps maintenant, ça ne me rajeunit pas, comme dit l'autre, il a présenté son film, je ne sais pas si, enfin tiens, tu dois voir ça quelque part. Chaque année, il y a le festival Jules Verne au Grand Rex à Paris. Et là, c'était pour clore la semaine Jules Verne. Et c'était clos avec le film de Stéphane Alix. Alors évidemment, moi j'y suis allé, parmi d'autres. Le Grand Rex, je sais pas, c'est 2000 ou 3000 personnes qui peuvent rentrer là-dedans. Hein. Donc il passe son film, t'entendrais une mouche voler. Les gens. Et alors à la fin, il fait un coup terrible. On allume la lumière, et il y a un débat. Il y a une estrade, et sur l'estrade, tous les gens qu'on voit dans le film, qui ont témoigné, ils sont là, physiquement là. Et puis tu as un assistant, un collègue de John Mack, qui est là, qui parle très bien français, et qui est très spirituel en plus, très marrant, et qui fait la liaison entre la salle, et les micro-baladeurs, et puis les gens qui sont interrogés pendant plus d'1h30. Et c'est fantastique, parce que là, je veux dire, il y a un silence, les gens écoutent, etc. Et à mon avis, à partir de là, les médias français se sont sentis un petit peu mal à l'aise. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des documentaires vraiment superbes. Et puis il y a un autre phénomène qui a joué. Il y a toujours les convergences. L'autre phénomène, c'est que avant, les chaînes étaient essentiellement les chaînes publiques contrôlées directement par l'État, verrouillées. Or, avec la multiplication des chaînes, y compris des chaînes payantes, les questions d'éthique passaient au second plan, et ça rime avec éthique. Ce qui était le plus important, c'était les questions de fric. C'est-à-dire, il fallait faire de l'audience. Ils se sont aperçus que ça faisait de l'audience. Et comme on commençait à épuiser certains sujets, ce sujet-là, il était tout neuf. Et puis en plus, il y a eu de la surenchère entre les différentes chaînes. Il y a eu de la concurrence. Donc ça s'est ouvert aussi pour ça. À mon avis, là, il y a eu un concours de circonstances qui était positif. Mais pour en venir à Ravilliers,
Désolé de revenir sur le passé, mais je t'avais posé des questions à l'époque, puisque tu étais intervenu sur DSTV, quand il y avait les directs, mais on n'en a plus. Donc, je t'avais demandé par rapport à la petite fille et son robot. Alors, ça c'est très intéressant. Tu as raison d'en parler, parce que je peux te donner des nouvelles. Parce que maintenant elle doit être assez grande. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai repris contact avec ce grand témoin, puisque c'est un phénomène bizarre. Ce qui lui est arrivé, lui, cette histoire d'Aravillé, ça correspond au jour et à l'heure de son anniversaire. Bon. Et sa fille, qui avait à l'époque 2-3 ans, donc elle n'a pas vu, je veux dire, on n'a pas réussi à identifier ce qu'elle a vu, mais ce qu'on sait, c'est que jusque-là, elle était calme, tranquille, et qu'il a fallu 3 mois après d'intervention médicale pour la calmer. Elle passait des nuits épouvantables, elle criait, elle pleurait, etc. À partir de ce moment-là. Et j'ai voulu en savoir plus sur cette gamine qui a maintenant, qui est étudiante. Hein. Alors ça, c'est un problème aussi. Les enfants de grands contactés font souvent des études très brillantes. Ça, c'est un autre point très très intéressant. Donc j'ai voulu en savoir plus, et là j'en ai appris de bonnes. D'abord, le père a été très malade. Il se croyait perdu, il avait, je crois, un cancer de l'estomac, un truc terrible, ou des intestins, enfin, il s'est cru perdu à un moment donné, et personne n'a compris ce qui s'est passé. En quelques temps, il a été complètement guéri. Il y a eu les médicaments, les interventions, mais quand même, les médecins ont été sidérés de la manière dont il a été guéri. Il me l'a dit. D'une part, sa fille. Alors, sa fille, elle m'a dit, et je l'ai vu, que de temps en temps, sa chambre s'illuminait, qu'il y avait comme une présence, et qu'il ne se passe rien de particulier, mais elle ressent qu'il y a quelque chose qui interfère avec sa propre vie. Voilà. Qu'elle n'arrive pas à identifier. Alors ça, les parents me l'ont dit, elle me l'a dit. Donc, pas plus que ça, mais c'est déjà pas mal. Et je t'avais demandé aussi, alors je sais pas, c'était plus tard, peut-être en 2012, parce que tu sais, Monsieur D avait vu les robots, mais il avait vu autre. Tu sais, il avait dessiné. Ah ouais. Les chefs, comme il avait dit. Oui. Ma question en 2012, c'était parce qu'ils étaient pas. C'était une partie de chasse à ce moment-là. Oui. Ils étaient allés chasser quoi? Ah. Des gallinacés? Ça, c'est une bonne question. Quel genre? Mais ça, il suffit même de voir avec la mairie, de prendre contact avec une société de chasse pour demander quelle sorte de gibier les chasseurs... hein. Alors, au sujet d'Aravillé, il y a quelque chose... je vais écrire là-dessus parce que je voulais y aller. Je voulais écrire au musée préhistorique de Vigny, dans le Val d'Oise. Parce que j'ai deux contactés, dont Charles, qui sont venus sur place. Là, et ça j'avoue, il m'a dit, il y a de l'eau ici, il y a plein de flottes. Je dis, j'ai pas vu de flotte. Alors on a exploré un peu le bois au-dessus, et on a trouvé un puits. Voilà. Puis on est rentré dans le bois. Et là, il y a eu des ressentis. Alors ces ressentis sont intéressants dans la mesure que c'était les mêmes pour Charles, alors qu'ils ne se connaissaient pas. J'avais pas du tout informé l'autre des ressentis du premier. L'autre, c'était Gilles Laurent, tout simplement. Ah, il communique beaucoup sur Vigny voilà, Paris. Bah oui, c'est comme le médium, en s'approchant du gros arbre qui est au fond de cette espèce de parking,
cette médium a dit, je ne peux pas rester là. Et la seule fois où j'ai éprouvé ce genre de malaise, c'était dans une église. Et il dit, c'est bizarre, et il a fallu qu'on parte, et qu'on parte vite, parce qu'elle allait se trouver mal. Alors, il y a eu ça. Charles, quand on s'est aventuré dans le bois, il a dit, il y a un site ici, il y a quelque chose, c'est un site qui a été habité. Et Gilles a eu la même réflexion. Donc, il y a de l'eau. Au niveau archéologique, il n'y a eu aucune fouille. Mais je vais envoyer un courrier, tu vois, ta venue me rappelle à l'ordre. Je vais envoyer un courrier au musée de Vigny. C'est dommage parce que je connaissais le directeur de la circonscription archéologique du Val d'Oise au niveau régional. C'était un copain, mais maintenant, comme moi, il doit être en retraite. Moi, j'y suis allé depuis plus longtemps que lui. Mais ça serait bien qu'un jour des sondages soient effectués dans ce bois, parce qu'il est bien possible qu'on y trouve des choses intéressantes. Mon épouse en particulier, et moi en second. Moi j'ai d'abord vu le phénomène, c'est sur mes enquêtes. On n'était pas encore mariés, remariés. On habitait, donc j'allais la voir dans son appartement. Moi j'étais directeur d'école à Éragny, j'avais mon appartement de fonction, et elle avait son appartement à 600 mètres de là, dans un groupe dans des logements sociaux. Et puis je vais la voir, j'avais comme voiture un Trafic 800D bleu, aménagé en petit camping-car d'ailleurs. J'arrive devant chez elle, puis dans le ciel, il était 21h par là. C'était oui, mauvaise saison, c'était en hiver, donc il faisait noir. Et je vois et je l'avais déjà vu quelques jours auparavant, des lumières qui tournent comme ça dans le ciel. Des pastilles blanches qui tournent comme ça, qui avaient l'air de jouer à saute-mouton. Il y en a une qui passait devant l'autre, etc., mais ça tournait. Et t'as des immeubles en L, comme ça, enfin oui, comme ça, en rue, et c'était pratiquement à la verticale, mais le ciel était bien, beau. Il y avait des petits nuages blancs, des alto-cumulus petits. Et puis, ça m'a paru bizarre, il n'y avait pas de, comment dirais-je, on ne voyait pas de faisceau lumineux. J'ai dit, j'ai jamais vu un truc pareil. J'ai dit, c'est des gens qui sont drôlement forts, ils ont des projecteurs et puis ils s'amusent bien. C'est incroyable. Voilà. Et puis alors là, parce que ça, je l'ai vu comme elle, d'un seul coup, il y en a un qui s'immobilise, et les autres, les uns après les autres, qui viennent s'empiler dessus. Et au fur et à mesure, la lumière devenait de plus en plus grande, ouais, grosse, ouais. Conséquente. Et ça a fait comme une petite lune. Je dis, alors là, on a affaire à des génies, là. Donc je monte dans son appartement, et puis, alors est-ce que j'étais encore dehors ou dans son appartement, je me souviens plus. Et d'un seul coup, paf, ça se détache, et ça recommence à tournicoter comme ça. Alors je dis là, ça. Je vais dans une chambre de son appart. Je téléphone à mon beau-frère qui habitait à 500 mètres de là, je lui demande de sortir et de me dire s'il voit quelque chose dans telle ou telle direction. Il sort, j'attends. Et puis elle continue avec sa fille qui avait dans les 16 ans, sur le balcon, elle continue à regarder. Ensuite, il me dit non, je vois rien. Je téléphone à la police et j'explique ce qui est en train de se passer. Bah écoutez, oui, on a reçu d'autres coups de téléphone, on va se rendre sur place, on va aller voir, etc. Bon.
Attendez, donc on va vous donner des nouvelles. Alors j'attends. Et à un moment donné, elle crie. Mon épouse crie, elle pourra te le dire. Gérard, viens voir, viens voir. C'est incroyable, viens voir, viens voir. Je reste avec mon téléphone comme ça. Et à un moment donné, je réagis, je pose sur les marques, je pose le téléphone. Et je vais les rejoindre sur le balcon. Et là, le phénomène qu'elles ont vu, il a cessé. C'est revenu comme c'était en tournicotant dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qu'elles ont vu, c'est incroyable. Parce que, alors, elles, c'est d'autant plus intéressant que ce que je fais au niveau de mes activités ufologiques, ça ne l'intéresse absolument pas. Elle comprend, mais je veux dire, d'abord, elle a énormément de centres d'intérêt, avec ses petites filles, avec ses filles, d'abord, à cette époque-là, c'était ses filles, et puis, c'est faire énormément de choses, que ce soit la cuisine, couture, les animaux et tout, elle connaît énormément de choses. Donc, elle a tellement de centres d'intérêt, déjà, que son sac est plein. Et alors elle, qu'est-ce qu'elle a vu avec sa fille? C'est incroyable. Et c'est à la représentation, dans l'index de mon livre, là, tu peux y aller directement. Elle voit les pastilles sont descendues les unes après les autres le long de l'immeuble d'en face, ont ralenti, sont passés à peu près 1 mètre de leur balcon, des pastilles en forme de ballon de rugby, mais dans ce sens-là, comme ça, comme des bulles de savon remplies d'une substance blanche, cotonneuse, donc elle ne voyait pas au travers, et la preuve c'est qu'il y avait un arbre de l'autre côté, enfin je veux dire du balcon, et quand ça passait entre l'arbre et le balcon, elle ne voyait plus l'arbre. Et après être passé, ça accélérait une vitesse prodigieuse et ça remontait dans le ciel pour tournicoter. Mais pour en revenir à l'expérience, je veux dire que cette observation de... Ouais. Il s'amusait pas un peu avec toi le phénomène là? Parce que tu étais au téléphone, donc tu le voyais plus le phénomène. Non. Et là, il en profite pour aller le plus près possible. Et alors, je lui ai posé la question, mais elle ne se souvient pas de la réponse. Moi, je me souviens de sa réponse. J'étais dans un état de colère contre moi-même. Je dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas réagi quand elle m'a appelé, etc. Elle me regarde et elle me dit, parce qu'ils savent que toi tu sais. Ah, mais c'est ça. Hein. Et ça rejoint un certain nombre de choses que j'ai pu observer dans mes enquêtes, à savoir que le phénomène, dans un groupe de personnes, peut cibler quelqu'un, alors que les autres ne se rendent compte de rien, pour une raison ou pour une autre. S'ils regardent, ils ne voient rien, parce que la chose a disparu, mais je veux dire, parfois un groupe voit des choses, mais parfois aussi une personne qui est dans un groupe est ciblée par le phénomène. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été neutralisé, ça c'est clair, que je ne devais pas voir cette scène. Voilà l'histoire. Je te remercie beaucoup Gérard d'avoir répondu à cette première interview vidéo. Je pense qu'il y en aura d'autres. Si tu veux bien.